Voilà, retour sur le plateau de cette émission spéciale consacrée au 56e anniversaire de l'indépendance de la République gabonaise. Et nous sommes toujours avec nos deux invités, Jean-Christian Kombila, journaliste directeur du mensuel de géopolitique, le correspondant, et Nikez Moulombi, qui est le président du Haut Conseil des acteurs non étatiques ici au Gabon. Alors, monsieur, en deuxième partie, on est en train de parler donc de l'économie, et là, on va aborder le cas de la diversification, parce que c'est le mot qui est à la mode hein, ici au Gabon. Il y a par exemple eu cette décision qui a été prise en 2009, quand il est arrivé au pouvoir de M. Ali Bongo. Il a estimé qu'il fallait que dans le domaine du secteur du bois, qu'il puisse y avoir des transformations locales. Hein, parce qu'à ce moment-là, on était entre 25 et 35% de transformation locale. Et là, on est passé, selon les chiffres officiels, en 2009, on avait 81 usines. En 2012, il y avait déjà 114 grâce à ce programme de diversification du bois, dans transformation locale. Alors, vous renvoyez la balle. Écoutez, bon, oui, sur la diversification de l'économie, vous dites que c'est un mot qui est en vogue au Gabon. Non, le mot n'est pas en vogue au Gabon. C'est une exigence mondiale et même africaine. Et vous savez que l'actuel président de la Banque africaine de développement, le docteur Adesina, dans ses 5 priorités, il y a la transformation de l'Afrique. Et la transformation de l'Afrique passe par la diversification de l'économie, par la transformation des ressources naturelles des pays dans les pays. À la seule différence que si vous vous lancez dans ce genre de marché et que vous n'avez pas une gouvernance forte, et que vous n'avez pas une transparence dans votre gestion, et que vous n'avez pas un système judiciaire au nom du peuple, vous êtes pourchassé parce que vous créez du chômage dans les pays du Nord. Ce qui fait que, oui, il faut aller vers cette diversification. L'initiative que vous lancez, qui est l'initiative de la transformation du bois, nous y adhérons. Moi, en tant que président de l'ONG, en tant que président du Haut Conseil des acteurs non étatiques au Gabon, mais je suis président de l'ONG Croissance et Environnement, donc qui a suivi la question de la gouvernance forestière dans notre pays. Je pense qu'il était temps d'aller vers la transformation parce qu'elle a permis, comme premier effet, arrêter donc les contrats de gré à gré où, malheureusement, on a enrichi pendant des décennies des hommes politiques. Et les hommes politiques du système appelé PDG, où beaucoup se retrouvent aujourd'hui dans le système actuel, où certains se retrouvent aujourd'hui dans l'opposition. Elle a permis donc de mettre la transparence dans le secteur forestier. Et là-dessus, nous avons été accompagnés en premier par la Banque mondiale, qui a fait un travail extraordinaire aux côtés du Gabon. Oui, cette transformation, elle a été lancée. Elle a permis d'avoir une transformation de premier et deuxième niveau. Sauf qu'elle a été frappée par, malheureusement, de l'exploitation illicite, puisque pendant le processus de la mise en œuvre de cette transformation, nous nous sommes rendus compte que certains opérateurs économiques pouvaient entrer entre les mailles du filet. Mais les résultats, si nous voulons être crédibles, équitables et sérieux, ce n'est pas avant 5 ans. Mais il faut le faire, il faut le faire. Donc cette transformation, les premiers résultats consolidés, vous devez les avoir dans une période de 10 ans. Mais ceci demande d'autres équipements. Donc nous avons aussi d'autres problèmes de fond. Quelle transformation peut-on faire ou quelle diversification de l'économie peut-on faire avec un déficit permanent au niveau énergétique, avec une entreprise qui a un quasi-monopole, qui est Veolia, et qui dans des pays où il y a une gouvernance sérieuse, elle ne devrait plus exister, où elle s'enrichit sur le dos des entreprises et sur le dos des populations, parce que le niveau de délestage vous conduit vers de pertes de productivité et vers des accidents. Et donc, il y a cette diversification. Oui, au niveau, le Gabon, là, a réussi un tour de maître, c'est au niveau du manganèse. Le Gabon transforme son ferromanganèse et grâce à la rigueur environnementale, aujourd'hui, ce qui était considéré comme déchets, aujourd'hui est considéré comme valeur économique, puisque ces déchets peuvent être transformés, mais tout ceci passe par une rigueur dans la transparence. Et là, il y a encore beaucoup à faire.
Jean-Christian, sur la diversification de l'économie. Oui, sur la diversification de l'économie. Nécessaire, hein? Déjà, je vais encourager la décision présidentielle de voir le bois être transformé sur place. C'est une décision qui ouvre de perspectives intéressantes pour une société comme la Société nationale des bois du Gabon. Vous savez que pendant longtemps, j'allais dire avant que le pétrole ne devienne le principal poumon de l'économie gabonaise, l'économie gabonaise reposait sur le bois. Il y a quand même 22 millions d'hectares de forêt qui sont répartis sur 200 000 km². Hein. Exactement. Donc le secteur bois a été pendant très longtemps. Millions, parce que la forêt gabonaise a été revalorisée grâce à l'agence. Donc moi je voulais mettre en avant le fait que le secteur bois a été pendant longtemps le gros employeur du pays. Donc avec cette décision que le président de la République et son gouvernement ont prise, il y a des perspectives intéressantes qui s'ouvrent pour la Société nationale des bois du Gabon. Et il y a donc là... et pour l'économie gabonaise. Et pour l'économie gabonaise, donc de nouvelles perspectives, beaucoup plus heureuses pour l'ensemble de notre économie. Maintenant, sur la diversification, Nikez a tout dit. Sur la diversification, Nikez a tout dit. Et encore une fois, si on diversifie et on parle tant de diversification, c'est encore une fois par rapport au pétrole. Maintenant, il faut un ensemble de conditions pour pouvoir rendre... Lesquelles, par exemple? C'est des conditions qui vont reposer sur les routes, il faut des routes. Pour permettre il faut aller vers de joindre secteurs tels que le tourisme, les provinces. L'écotourisme aussi. Il y a l'écotourisme, il y a effectivement aussi... l'agriculture, la nécessité... Il y a la fiscalité sur le foncier bâti, le foncier non bâti. La nécessité de créer de nouveaux pôles économiques dans certaines régions du Gabon en prenant en compte la spécificité de chaque province. Déjà, bon, là, on a créé un pôle, une zone économique spéciale. En Coq, c'est pas très loin de Libreville, là. Oui, oui, mais bon, c'est fait, mais je ne connais pas particulièrement la spécificité d'un coq en tant que tel. De ce que j'ai pu voir, on voit 40% au moins des investisseurs se retrouver dans l'industrie du bois. Hein. Oui, nous avons l'industrie du bois, nous avons... Mais aux dernières nouvelles, j'ai appris que pendant longtemps, les investisseurs ont eu du mal à se manifester et que c'est au cours de ces 2 ou 3 derniers mois qu'on observe... Des conditions fiscales sans doute, non, non. De toutes les façons, aujourd'hui, les investisseurs qui veulent arriver au Gabon, ils ont là un hub. On peut te dire, c'est une réussite. Puisque vous avez aujourd'hui, vous optimisez au niveau administratif. Vous avez donc un hub et vous avez la possibilité. Bien évidemment, il fallait régler la question énergétique. Mais peut-être... Et ça, personne n'a vu. Il y a eu des investissements importants. Ben, maintenant, quel impact ces investissements-là ont vis-à-vis des populations? Ça, c'est autre chose. Mais maintenant, puisque nous parlons de la diversification de l'économie, nous disons aussi que cette diversification de l'économie a besoin d'être soutenue par des investissements structurants. On ne peut pas diversifier une économie comme un pays comme le Gabon, où les services sont un gain important, sans avoir une compagnie nationale aérienne. On ne peut pas diversifier l'économie d'un pays quand vous avez des difficultés à vous rendre à Port-Gentil, parce que vous n'avez pas une compagnie de navigation stable qui vous permette, vous, de partir d'ici à 7 heures, arriver à 8 heures et régler le problème. Et qu'il n'y a pas de route aussi. Et qu'il n'y a pas suffisamment d'interconnexion en termes de route. Donc, il y a des questions de fond. Qu'il faut régler au préalable. Il faut régler au préalable. Mais ça va de pair aussi. Je sais que dans l'île de Mandi, c'est l'île de Mandi, je pense qu'il y a aussi, on est en train d'aménager une zone spéciale là-bas, si je ne me trompe pas. Je crois que hier, on en parlait ici sur le plateau. Bien sûr, mais certaines hésitations aussi des investisseurs prennent en compte les conditions, encore une fois, politiques. Oui, mais est-ce que les conditions politiques sont si mauvaises que ça en termes de... Non, peut-être pas qu'elles sont mauvaises, mais en termes de perspective. Un Premier ministre au Gabon décédé disait que l'argent n'aime pas le bruit. Et les investisseurs ne vont pas mettre leurs capitaux là où les canons peuvent à tout moment... Est-ce qu'on en est là, Jean-Christian? Nous avons la question de la diversification de l'économie, mais la diversification des partenaires. Économique. Hein. Il y a eu une diversification quand même avec la Chine
Oui, mais je vais vous prendre un secteur portuaire. Vous savez le coût, vous savez la difficulté que nous avons au Gabon, c'est la cherté de la vie. Et vous savez, un des nœuds gordiens de la cherté de la vie, c'est le monopole du secteur des transports maritimes. Vous ne pouvez pas avoir donné à un seul opérateur économique, pour ne pas le citer, le groupe Bolloré, et prétendre un niveau de vie stable des Gabonais. Ce n'est pas possible. Moi, j'étais dans le secteur portuaire. Et quand j'étais dans le secteur portuaire, pour ne pas le citer, le Premier ministre Oyemba a eu la privatisation de la Sonatram. Et de cette privatisation de la Sonatram, j'ai vu comment la France a pesé de son poids pour que le groupe Bolloré prenne la Sonatram. Et en ce moment, en tant que cadre dans le secteur portuaire maritime où j'étais, nous avons pesé de notre poids pour que le conseil gabonais des chargeurs, qui était sous les mains aussi de Bolloré, en Belgique, revienne à un autre groupe, et nous avons fait baisser le panier de la ménagère. Comment? Le véhicule qui était transporté à Libreville à 1 million de francs, nous l'avons ramené à 600 000 francs. Et nous avons baissé les prix de la manutention. Mais il y a peut-être d'autres cadres. J'en suis parti du secteur portuaire il y a 15 ans. Mais il y a un directeur qui est revenu dans cette boîte. Moi, j'y étais, ça ne se passait pas comme ça. Aujourd'hui, il y a eu une duplicité d'entreprises dans le secteur portuaire qui a grévé le panier de la ménagère. On pense aujourd'hui que la douane est chère. Mais non, ce n'est pas la douane. Donc, il faut reparamétrer. Il faut voir tous les secteurs. Et cette diversification de l'économie doit tenir compte de tout cela. Ce n'est pas possible parce qu'un seul opérateur, vous savez qu'est-ce qu'il fait? On vous laisse les bâtons en rade. Et quand on vous laisse les bâtons en rade, ça devient difficile. Ce sont des surcoûts. Alors, je voulais qu'on puisse... Et c'est pour ça que je salue l'arrivée des autres opérateurs qui viennent d'inaugurer leur port sans vouloir faire la publicité. Et ceci permettra peut-être... On espère évidemment que tout ça va avoir un impact direct sur les populations gabonaises. Comment tout ça se répercute dans le panier de la ménagère? C'est justement ça on espère que dans les années à venir, il y aura effectivement une répercussion sur les populations gabonaises. Je voulais qu'on puisse terminer l'émission. De toutes les façons, c'est la grosse pression qu'attend le nouveau président qui sera élu. Nickel, je voulais qu'on puisse terminer l'émission en faisant quand même un clin d'œil à l'armée, parce que nous sommes le 17 août et c'est l'armée qui est à l'honneur puisqu'elle défile devant le président de la République et les autres. Électoral, parce que je vois que c'est écrit derrière M. Christian Kobila présidentiel. Oui, c'est vrai, parce que je l'ai rappelé. En venant ici, je pensais que vous allez pouvoir en dire un mot lorsqu'on va terminer, mais on va faire un petit arrêt au niveau de l'armée nationale du Gabon. L'armée nationale du Gabon qui a été créée au moment de l'indépendance, 1960, et qui est donc composée de l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine nationale, il y a le génie militaire, on va étendre aussi à la gendarmerie, il y a la police, il y a la santé militaire, il y a l'aviation légère des armées. Voilà. Tous ces corps-là. On parlait de forces de défense, il y a la police, la garde républicaine. Voilà, donc c'est tous ces corps qui sont en train de défiler aujourd'hui à Libreville. Je voulais qu'on puisse revenir sur le rôle qu'a joué l'armée. On en a parlé un peu dans la première partie. Il y avait eu en 1964 un coup de force de l'armée qui a vite été maté, mais c'est le seul que l'on ait pu noter. L'armée gabonaise, c'est une armée qui est républicaine, Jean-Christian. Oui, l'armée gabonaise est une armée républicaine. Je n'ai pas la prétention de connaître toutes les armées du monde, mais l'armée a vocation avant tout à être républicaine, et ses missions lui assignent de défendre l'ensemble du territoire national, de jour comme de nuit, de veiller à la sécurité collective des populations, et c'est le cas au Gabon. Voilà. Oui. Bien évidemment, j'emboîterai le pas de Christian Kobila, mais puisque nous avons parlé, et nous sommes dans l'historique des indépendances du Gabon et les événements qui ont suivi, oui, il y a eu le coup d'État de 1964, mais sous le président Bongo, n'oublions pas aussi qu'il y a eu une tentative de coup d'État avec le capitaine Manza qui a été donc éliminé à l'époque, qui a été exécuté. Voilà, qui a été exécuté. Ce sont les faits de l'histoire, il faut le dire. Donc, il n'y a pas eu que les événements de 64. Il y a eu les événements du capitaine Manza.
bien évidemment, notre armée reste une armée républicaine. Qui s'est modernisée aussi. Qui s'est modernisée et dont nous pensons, à un moment donné, nous avons appelé l'armée en or. Puisque, en or? Pourquoi ça? Parce qu'il y a eu des appellations similaires dans les précédents gouvernements. Et on pouvait dire que l'armée s'est rapprochée aussi des populations dans le cadre de certaines activités, et notamment au niveau du génie militaire, qui malheureusement ont disparu. Parce que là, c'est quand même un aspect qui est important. Le génie militaire était actif. a contribué énormément au développement, à l'ouverture des routes, dans les quartiers, de quelques ponts. Et puis, malheureusement, nous n'avons plus vu la présence du génie militaire. Et même le génie militaire a même contribué à la construction de certaines stations-service. Et donc, c'était là aussi un moyen. Et nous étions même en phase de constater que le génie militaire s'approchait à signer des partenariats avec le ministère des Transports d'antan. Des travaux publics, autant pour moi, des travaux publics. Afin de construire des routes. Voilà, afin de construire des routes. Et des ponts, voilà. Et malheureusement, nous ne l'avons plus vu. Est-ce que c'est des problèmes de budget? Bon, bref, voilà. Ce que je sais, c'est que... ce que je crois savoir, c'est que, en effet, l'armée gabonaise s'est profondément modernisée, non seulement en termes d'infrastructure, mais aussi sans doute en termes de conception de son rôle. Parce que chaque année est célébrée à Libreville la journée des forces de défense, qui est une journée au cours de laquelle l'armée s'ouvre au peuple. L'armée présente ses différents métiers au peuple. Les citoyens sont donc édifiés sur ce qu'un militaire peut faire, sur les perspectives de carrière au sein de l'armée. Tout ceci, elle s'est rajeunie, tout ceci est bien perçu dans l'opinion parce que ça permet de rapprocher l'armée du peuple. C'est un concept armée-nation. Exactement, c'est un concept armée-nation qui pose effectivement la question plus politique du rôle de l'armée dans un pays en paix. C'est vrai que l'armée, il faut aussi le dire, le Gabon quand même a bénéficié maintenant d'un certain aura, puisque nous avons des bataillons qui sont envoyés en opération en RCA par exemple. En RCA par exemple, et même au-delà d'RCA, on ne le dit peut-être pas assez, au Soudan aussi, hein, il y a eu des militaires. Donc en fait, l'armée gabonaise contribue à la paix dans le monde. Voilà. Et et ces dernières années, elle a renforcé son dispositif au niveau d'équipement roulant. Voilà. Alors, mais j'ai un aspect aussi que j'ai pu noter qui n'est pas négligeable, hein, c'est la santé militaire, hein, parce qu'il y a un hôpital ici des armées, il y a même un centre de formation des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes africains. Oui, et ça a été une réussite, une fois de plus aussi, de la diplomatie gabonaise, dont on peut attribuer au président Omar Bongo, avec une forte coopération avec le Maroc au niveau de la formation de nos brillants et certains qui viennent d'autres États. Et nous voyons le rôle aujourd'hui que l'hôpital des armées joue. Mais malheureusement, là aussi, il y a quelques mauvaises publicités parce que c'est toujours difficile de perdre un parent. Mais généralement, quand nous allons dans des structures hospitalières où les personnes sont des fois en phase finale, et quand les personnes meurent, on pense tout de suite que bon, ben, il y a des faiblesses. Mais non, malheureusement, effectivement, santé militaire, nous voyons bien le rôle qu'elle peut jouer. Et pourquoi pas ajouter cette vision dans l'ensemble du territoire. Donc il faudrait peut-être... Vous voulez dire créer d'autres centres de santé oui, dans les régions? Oui, puisque c'est un modèle qui réussit. Et quand nous voyons le phénomène des grèves qu'il y a dans notre pays, et quand nous voyons les risques que les populations rencontrent, et qu'au niveau de santé militaire, il n'y a pratiquement pas de grève, est-ce qu'il ne faut pas privatiser le pôle public, puisque finalement c'est public, sauf que c'est spécialisé aux armées,
et progressivement avoir une politique de succession pour éviter toutes ces grèves. Qu'est-ce que vous en Si pensez on ne peut pas, si on ne peut pas régler les problèmes globaux, faire jouer l'armée, oui, si on ne peut pas régler les problèmes de manière globale, en cas de grève, chez des civils qui, eux, exigent peut-être à raison des droits, et peut-être que du côté de santé militaire, là, les choses sont normées et que tout se passe bien, ben, il n'y a qu'à confier cela et que les Gabonais puissent aller à l'hôpital sans mourir parce qu'il y a une grève. Non, je pense qu'il faut déjà effectivement saluer l'action de l'hôpital des instructions des armées, qui est localisé, rappelons-le, dans un quartier populaire, un quartier sous-intégré, hein, où le gros des populations est confronté à des précarités multiformes. Et donc, cette médecine militaire, effectivement, joue un rôle social qui est très important. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à faire ou soutenir la proposition de M. Moulombi, mais ce que je dirais, c'est que lorsqu'on voit, j'allais dire, l'assaut des populations civiles vers cet hôpital d'instruction des armées, on comprend mieux, n'est-ce pas, le déficit en dispensaires dans les diverses localités de notre pays. Et je pense que le prochain gouvernement qui arrivera devra avoir pour tâche, n'est-ce pas, dans sa politique de santé publique, de tout faire pour que les dispensaires viennent en appui, n'est-ce pas, des grandes structures hospitalières qui, elles, sont basées essentiellement à Libreville, pour que ces dispensaires-là puissent pénétrer l'ensemble du pays profond, parce que les Gabonais en ont bien besoin. Alors, Nikes, on va terminer par votre préoccupation. C'est vrai que nous sommes en année électorale. Dans 10 jours exactement, il y aura donc ce scrutin, un scrutin présidentiel, qui va donc opposer. Il y avait 14 candidats, mais là, il y en a 2 qui se sont ralliés à l'un des candidats, en l'occurrence M. Oyemba et M. Zoubandaba, qui ont décidé de rejoindre M. Ping. C'est vrai que ce n'est pas une émission sur la campagne électorale, mais bon, vous êtes un acteur de la société civile et vous allez jouer un rôle, vous avez un appel certainement à lancer pour que le scrutin puisse se passer de manière apaisée. Mais écoutez, je vous remercie. Nous avons lancé un appel hier, puisque nous avons eu un long entretien de près d'1 heure et demie avec le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique centrale, le professeur Abdoulaye Bathily, qui nous a longuement reçus. Nous sommes allés le voir pour nous aider à faire un plaidoyer auprès du chef de l'État, qui est candidat à sa propre succession, pour que soient libérés les acteurs de la société civile qui ont été pris au cours des déclarations, des candidatures. Nous pensons que nous avons besoin d'un environnement apaisé. Mais parallèlement, nous avons lancé, dans le communiqué que nous avons lancé, nous avons salué aussi l'initiative prise par certains partis de l'opposition, dont nous pensons étant une initiative historique, venant 25 ans après la paix des Braves, qui avait été prise dans un contexte de blocage de pays. Mais tout ceci, à notre avis, nous souhaitons tout simplement qu'elle contribue à la consolidation de la démocratie, à la transparence des résultats. Et c'est pour ça que, ayant contribué au rapport post-électoral de 2009, que nous avons présenté, alors même que certains acteurs politiques, devant la volonté d'avoir raison, avaient avancé des chiffres qui ne tenaient pas. Nous repartons donc à cette élection comme observateurs. Nous allons avoir des partenaires qui vont arriver de l'extérieur. Nous souhaitons tout simplement que les partis, les candidats à cette élection présidentielle s'organisent pour avoir les représentants dans les bureaux de vote. Ça, c'est la première chose, pour s'assurer que chaque candidat aura son PV. Et que sans le PV, ça va être difficile. Mais nous, nous allons être. Et l'autre message, c'est que si jamais il y a contentieux électoral, nous souhaiterons que la Cour constitutionnelle, invite l'ensemble des observateurs, si éventuellement il y a contentieux, dans les zones où il y a contentieux, pour que ces observateurs aussi répondent devant l'histoire.
Merci beaucoup. Non, mais Jean-Christian. Quelque chose, permettez que je dise quelque chose. Vraiment 30 secondes. 30 secondes. Je voulais, puisque Nicaise a évoqué l'acte inédit posé hier par deux leaders de l'opposition. C'est l'homme politique qui parle. On n'est pas en campagne. Hein. Non, on n'est pas en campagne, mais je voulais dire simplement que c'est un acte inédit qui a été posé hier par le Premier ministre Casimir Oyemba et l'ex-président de l'Assemblée nationale Guinzou Banama qui ont rallié le président, qui ont rallié le candidat Jean-Pierre. Et je vais simplement terminer. Il y a des émissions de campagne pour ça, parce que c'est sur l'unité nationale aujourd'hui. Non, ça c'est la campagne, Jean-Christian. Non, mais non, c'est simplement pour dire que nous ne pouvons pas sortir d'ici et ne pas saluer ça. C'est un fait qui est intervenu la veille de la commémoration de l'indépendance nationale. D'accord, merci monsieur. Merci monsieur Jean-Christian Kombila, journaliste et directeur du mensuel Le Correspondant, et Nicaise Moulombi, qui est le président du Haut Conseil des acteurs non étatiques. C'était donc l'émission qui était consacrée au 56e anniversaire de la République gabonaise. On va se retrouver dès 20h15 heure locale, dans 19h15 temps universel, pour l'émission Enjeu consacrée ce soir au Gabon entre tradition et modernité. Et à 21h30 heure locale, donc 20h30 GMT, vous aurez une émission qui sera consacrée à la justice dans le cadre de la présidentielle. Babila Spoton qui va donc recevoir ce soir des candidats ou des représentants de candidats. On se retrouve tout à l'heure.